Bonsoir, très chers téléspectateurs, indépendamment de l'heure, partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre programme Deadline, où nous allons nous entretenir sur l'actualité socio-politique en République démocratique du Congo. Mais de prime abord, je vous remercie pour vos appels, vos messages. Lorsque nous avons reçu le Force de Patriotes, ce mouvement politique qui s'allie, qui s'associe à tous les faits et gestes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons reçu pour vous Honoré Mvula, qui a démontré le pourquoi et le comment les jeunes Congolais devaient adhérer à la vision du président de la République. Vous nous suivez partout dans le monde, vous nous suivez à Dallas, là où nous avons notre bastion, vous nous suivez en France, vous nous suivez en Italie, en Angola, merci. Vous nous suivez à travers la RDC, au Maniema, au sud Kivu, merci. Et vous nous suivez à Kinshasa. Vous pouvez aussi suivre ce programme en dehors de Kin 24 Télévision. Vous pouvez aussi nous suivre sur les plateformes Internet, notamment notre chaîne YouTube, Sanforin Katende TV, sur notre page Facebook dédiée à l'émission Deadline. Et là, je m'en vais vous présenter le participant à notre magazine de ce soir que je vais saluer, Norbert Yamba. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Norbert Yamba est cadre de l'UDPS ainsi que panafricaniste. Est-ce que je vais bien présenter Norbert Yamba? Tout à fait, je suis cadre de l'UDPS, je suis aussi panafricaniste. Norbert Yamba, tension ou pas tension en RDC, grogne des enseignants par rapport à la gratuité. Et le vendredi, nous avons vécu une scène où les militants des l'UDPS se sont insurgés par rapport au crash de l'Antonov contenant tout ce qui est logistique dans le déplacement du président, notamment son véhicule, ses gardes du corps. Tension ou pas tension, le budget contesté est ramené à 10 milliards et de cela nous allons parler ce soir. L'épave de l'Antonov a été retrouvée au Maniema. À Limete, il y a eu la grogne. Vous, en tant que cadre de l'UDPS, est-ce que ces militants avaient raison, par exemple, de pouvoir manifester leur colère par rapport à un accident qui est arrivé, accident aérien? Merci, Saforien, de m'avoir invité. À cette question, il faut reconnaître que nous avons 3 informations, encore que l'une des informations soit validée. Première chose, nous avons été informés qu'on a retrouvé l'épave au Maniema. Cette information a été tout de suite contestée pour dire qu'il n'en a pas été question. J'ai suivi même le gouverneur du Maniema qui dit qu'il n'avait pas encore vu cette épave. Et tout à l'heure, quand je venais, j'ai suivi dans une radio de la place, quelqu'un relayait, n'est-ce pas, quelqu'un en provenance d'un collègue qui lui disait, dans le Sankour bien entendu, qu'on a retrouvé, les paysans ont retrouvé à 75 km de Collet cette épave. Et tout à l'heure, on a remis encore l'information sur Maniema, etc. Donc il va falloir qu'on soit véritablement fixé parce qu'en fait, jusque-là, on n'est pas très rassuré si effectivement on a retrouvé l'épave, surtout que depuis le matin, la MONUSCO disait que bon, on n'a pas encore retrouvé l'épave. Quand cela ne tienne, il faut dire que jusqu'aujourd'hui, il y a disparition, n'est-ce pas, de l'avion logistique du président de la République. Ce qui n'est pas une bonne chose pour tout Congolais, véritablement, épris de paix et de justice. L'avion qui porte la logistique avec le chauffeur, le véhicule. Donc nous présentons nos condoléances les plus attristées. C'est donc le symbole du président de la République qui est déstabilisé, hein, j'allais dire fragilisé. Et raison pour laquelle vous avez suivi à un moment donné les combattants, quand ils ont appris, quand nous avons appris cette nouvelle, triste nouvelle d'ailleurs, personne n'était vraiment dans
n'était pas dans de bonnes conditions, simplement parce qu'on voyait comme si véritablement on a touché les sommets de la République. Et si aujourd'hui l'avion peut véritablement tomber, à moins que ce soit un problème technique, et encore que si cela est un problème technique, il faut qu'on puisse établir des responsabilités, parce que qui a ordonné le déplacement de cet avion, qui a fait louer l'avion, etc. Toutes ces questions questionnantes vont devoir véritablement clarifier la situation. Il y a aussi des gens qui pensent que, bon, comme on est en Afrique subsaharienne, les coups bas ne matent pas. Et que cela pourrait être, c'est pas, en parlant de coups bas. Je me suis beaucoup, l'œuvre, n'est-ce pas, d'une ou de 2 ou 3, 4 personnes, on ne sait jamais. Et donc, lorsqu'on est dans les supputations, lorsqu'on est dans des réflexions, lorsqu'on est dans les suppositions, je crois que c'est très clair que les combattants qui, véritablement, estiment que le président de la République a suscité l'espérance, toutes les attentes du peuple congolais aujourd'hui reposent entre ses mains, etc. En tout cas, même le peuple, en dehors des combattants de la République, je vois tout le monde est en émoi, tout le monde est dans le regret pour dire qu'est-ce qui arrive, est-ce que c'est l'œuvre d'une personne, est-ce que c'est l'œuvre d'un groupement politique, est-ce que c'est l'œuvre d'une défaillance technique. Tout le monde est en train, véritablement, de se poser cette question et donc des réactions peuvent aussi intervenir dans la recherche véritablement de ces solutions. Mais ce que je note, c'est que le président de l'IDPS, Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général Augustin Kabouya, avait recadré les combattants pour leur dire qu'on ne peut pas aller vite en besogne, suivant les résultats de l'enquête, encore qu'on trouve véritablement l'épave, qu'on soit en possession de la boîte noire et on saura qu'est-ce qui est arrivé véritablement. Norbert Yamba, entre parenthèses, avant de continuer avec mes questions, est-ce que l'UDPS et ses militants ne se comporteraient pas en opposant tout en étant au pouvoir? Parce que à chaque fois que ça ne va pas, il faut sortir dans les rues. Si déjà le mouvement, ou je peux dire le parti au pouvoir, peut sortir dans les rues, à chaque fois ça titille, à chaque fois ils ne sont pas contents, à chaque fois que le président par exemple s'est mal réveillé, il a mal rêvé, qu'il faudrait que l'UDPS par exemple, chaque fois ses militants sortent dans les rues avec comme préjudice la circulation, 4 policiers blessés en service, un véhicule brûlé, sans compter les personnes vulnérables qui devaient par exemple se rendre à l'hôpital. Je prends l'exemple de HJ, qui ont été préjudiciés parce que l'ordre public a été bouleversé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La nouvelle de la disparition de l'avion du président de la République, cher journaliste. Mais il est le président de tout le monde. Il est mon président, il est le président de ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté, pas seulement de l'UDPS. C'est un problème de degré d'affection. S'il est le président... Et vous pensez que les mamans maraîchères n'ont pas ce degré d'affection? Non, nous sommes conscients que tous les Congolais sont derrière le président. Le président a suscité les espérances. Par exemple, dans mon église, on a prié pour les présidents. Dans toutes les églises aujourd'hui, le dimanche, on a prié pour les présidents, prié pour le pays. Tout à fait. Toutes ces églises-là ne sont pas ceux qui aiment le président? Non, non, mais les églises, chacun joue à sa partition et chaque église a prié. Même là où j'ai prié, on a prié pour le président. Ça, c'est une manière de réagir de l'église pour que le président soit protégé, étant donné le fait qu'il a suscité tellement les espérances de notre peuple. Et donc, les combattants peuvent aussi exprimer véritablement... Mais pas de la mauvaise manière. Non, non, je termine par... Allez-y. Donc, ils ont exprimé leur façon de voir les choses par rapport à cette nouvelle malheureuse. Mais je dis que nous étions dans une situation d'émotion, nous étions dans une situation de supputation, de réflexion, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Et là, sincèrement, on peut poser parfois des actes qui ne sont pas peut-être pas en concordance à ce que les gens reprochent aujourd'hui. Mais croyez-moi, lorsque vous apprenez qu'on a abattu votre papa, parfois on peut susciter des agitations. On a abattu le véhicule de votre papa. Non, non, j'ai dit que quand on reçoit véritablement l'information dans ce sens, on a toujours une réaction.
une réaction, mais ce n'est qu'après, quand on est recadré, quand on donne les éléments de réponse concordants, c'est à ce moment-là qu'on essaie véritablement de restaurer la conscience, la bonne attitude, le bon comportement pour voir véritablement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que les combattants de l'UDPS, encore qu'il n'y a pas que des combattants, toutes les tendances se sont exprimées par rapport à la question. J'ai vu même la Mouka s'est exprimée, j'ai vu même le FCC s'est exprimé. C'est que naturellement, c'est un problème qui affecte naturellement le peuple congolais dans son ensemble. Et donc, l'UDPS a réagi sur base de réflexions les combattants bien entendu, qu'ils ont eu par rapport à la question. Mais aujourd'hui, le calme est revenu parce que les personnes attitrées pour donner la position de l'UDPS se sont prononcées par rapport à la question. Ils sont en train véritablement de suivre et on saura dans les jours qui viennent qu'est-ce qui est arrivé au président. Mais il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse d'inaction politique pour déstabiliser la République. Il y a aussi une hypothèse d'inaction technique. Là, on va y arriver. Est-ce que, prenons l'élément premier de la visite du président à l'est de la RDC, notamment Béni, pour une inauguration concernant un projet agricole. Ces autres qu'il a invités ou ses invités ne sont plus venus et la personne ou l'ancien président à qui on a dédié le lieu du projet agricole est venu en retard, faisant même que le protocole puisse retarder le début de la cérémonie. Et là, le président de la République, pour la recherche de la paix, va dire quelque chose qui va faire peur aux compatriotes. Donc il est prêt même à mourir pour la cause du Congo. Est-ce que ce n'est pas cette manière d'agir, au lieu d'aller en douceur, peut-être ces protagonistes ou ces personnes dans l'ombre, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur de la RDC, se disent que là, le président de la République est venu pour mettre fin à nos malices. Par exemple, Kagame n'est pas venu. Bon, s'il vous plaît. Le président Félix est président de la République. Tout à fait. La situation à l'Est a perduré. C'est depuis 1996 que nous connaissons cette instabilité permanente qui se transforme à différentes figures. Tantôt on se présente dans telle figure, tantôt dans telle autre, etc. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Au point que l'ancien régime avait même dénoncé que c'était véritablement le terrorisme qui a évolué au fil du temps, etc. Le président de la République, qui a l'adhésion de notre peuple, et que ce peuple dit qui pleure à longueur de journée, de cette instabilité qui frise une sorte de complotation, ne pouvait que recevoir dans l'échelle du président de la République son assurance. Et le président sait que le problème au Kivu, à l'est de la République bien entendu, est un problème complexe, qui nécessite des solutions complexes. Parce qu'on a tendance à croire qu'on peut chercher véritablement des solutions simples. On ne peut pas chercher des solutions simples à des problèmes complexes. Mais il a trouvé que cette complexité, qui réunit plusieurs acteurs, il y a les acteurs de la sous-région, il y a les acteurs au niveau mondial, il y a aussi des acteurs internes. Une sorte de complotation qui est liée à une sorte de convergence d'intérêts. Et le président sait cette complexité. Il dit, je dois mettre fin à cette situation. Mais c'est pas une situation si facile, au risque péril. Et il met sa tête en danger, n'est-ce pas, pour que véritablement cette situation change. Et est-ce que c'est cela qui a provoqué naturellement que le pays voisin ne soit pas là, où certains sont partis avant que la cérémonie soit terminée, etc. Bon, je ne sais pas. Parce qu'il me semble que jusqu'à preuve du contraire, le diagnostic qui a été fait à l'aide de la République, tout le monde, y compris les voisins, disent que ce sont les groupes rebelles. Les groupes rebelles. Et si on va mettre fin aux groupes rebelles, je ne sais pas pourquoi cela peut véritablement vexer le voisin.
parce qu'ils ne sont pas considérés comme des groupes rebelles, à moins qu'ils soient véritablement impliqués dans cette complotation. Il me semble que dans les chefs du président, tel n'a pas été le cas. Avec conséquence immédiate, on relève le commandement béni et on réévalue les hommes en tenue, les militaires, qui passent de 11 000 à peu près 21 000 soldats, hommes en armes. Tout à fait. Mais ce sont des décisions stratégiques qui relèvent véritablement... Vous le saluez comme décision? Je peux ne pas le savoir, mais il a la capacité, il a les compétences et les prérogatives pour prendre ces décisions qu'il estime être en mesure de pouvoir élaguer la situation. Si à un moment donné, il y a eu des commandements à Béni, à Goma, etc., là où il y a une guerre presque récurrente, où il y a des excursions récurrentes, c'est que très clairement, il y a eu un peu de faille dans les chefs, véritablement, des autorités de leadership qui a été mise en place. Et donc, changer, n'est-ce pas, mettre en place de nouvelles stratégies innovantes dans les centres de la réorganisation de ces différents commandements, moi je pense que ça va de soi et ça va de bon sens. Je ne sais pas pourquoi on doit pouvoir reprocher le président par rapport à ça, mais il faut reconnaître que la cohérence presque mathématique entre les déclarations du président de la République et la disparition de l'avion qui porte véritablement sa logistique, y compris la résurgence des milices du Katanga, etc., montre très clairement... Qu'ils étaient planifiés. J'insiste que c'est une cohérence mathématique, montre qu'il peut y avoir des choses en sur roche. Et c'est comme ça que, bon, nous disons qu'il y a moyen d'approfondir les dossiers, il y a moyen que les spécialistes véritablement s'engagent résolument dans le sens de faire des enquêtes plausibles qui identifient les tenants et les aboutissants, ce qui représente la disparition, n'est-ce pas, de cet avion, ce qui est arrivé au Katanga, etc. Qu'on voit s'il y a des liens, de manière à pouvoir établir des responsabilités des uns des autres. Et ça relève des prérogatives traditionnelles d'un chef d'État qui voudrait que son pays retrouve la paix. Pourquoi pas? Norbert Yambemba, pour clore avec ce sujet concernant le crash, il y a l'ancien secrétaire d'État américain, Herman Cohen, qui a tweeté par rapport au crash de l'Antonov. Cet événement souligne l'importance de renforcer la sécurité du président Tshisekedi contre les membres de sa coalition au pouvoir avec des faux sourires. Est-ce que ça a un sens? Ou ce n'est que l'huile au feu pour encore embraser, pour créer des dissensions? Non, moi bon, ça c'est son point de vue. Pourquoi je vous dis que lorsqu'il y a un problème qui arrive, chacun donne son point de vue. L'Église a donné son point de vue en priant pour le président de la République. Les combattants ont marché pour dire que voilà, nous ne voulons pas que quelque chose arrive à notre président. Herman Cohen, lui, qui se fait passer comme spécialiste de la question congolaise, lui estime que le président doit renforcer sa sécurité. En tout cas, il a plusieurs lunettes. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé à dire cela. Mais bon, c'est sa réaction. Et c'est comme ça que nous disons que par rapport à ça, c'est vrai que nous sommes en coalition avec le FCC. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas que le FCC. Hein. Dans notre pays, il y a 4 composantes majeures. Vous avez la MOUCA, vous avez le FCC, vous avez le CACH, et dans les CACH, vous avez l'UDPS et vous avez l'INC. C'est très important de ressortir véritablement cette configuration. Et je crois que le mal peut venir soit de la MOUCA, soit du FCC. Ça peut aussi venir de l'INC, parce que je vois que tout le monde se bat, n'est-ce pas, dans une perspective de pouvoir préparer vers le 2023. Et les alliances se font et se défont. À qui profite le mobile? Bien entendu, les mobiles, c'est aux comploteurs, ceux qui pensent qu'il faut continuer avec des roublards, des profiteurs, des fraudeurs, des pilleurs, des corrompus, pour que le pays ne puisse pas fonctionner autrement. Ceux qui véritablement ont été moulés dans un système où ils veulent continuer véritablement à s'enrichir insolemment au détriment de tout un peuple. Et on ne peut pas vouloir véritablement qu'il y ait une autre façon de voir les choses, une autre façon
de faire les choses. Je sais que je prends de grandes responsabilités en disant cela, mais je ne dis pas que c'est cela, mais je dis que cela ne nous empêche pas de pouvoir ouvrir les yeux pour voir véritablement sous ce compartiment quel est leur gesticulation, de manière à mettre en place des stratégies qui nous permettent véritablement de préserver le pouvoir du président de la République et de préserver la sécurité du peuple congolais, parce que ce qui a envie de pouvoir continuer à perpétuer naturellement le pouvoir et ce qu'on appelle les dinosaures qui ont envie qu'on ne puisse pas mettre les règles. J'aime bien les deadlines. Ça veut dire il faut qu'il y ait des normes. Or, beaucoup de gens sont en dehors des normes. Et alors maintenant, lorsque vous voulez restaurer authentiquement les normes, vous avez véritablement des hommes et des femmes qui peuvent véritablement s'accrocher ou construire de nouvelles stratégies, construire de nouvelles synergies gagnantes pour s'attaquer à celui qui voudrait restaurer véritablement ces normes. Mais bon, écoutez, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on acquise quelqu'un. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est une analyse qui relève véritablement de la configuration institutionnelle de notre pays, mais c'est aussi une analyse qui porte sur la technique. On ne sait pas si ce qui est arrivé, c'est véritablement le la technique. sénateur Nous n'avons pas encore a présenté ses condoléances. Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, ils sont touchés, ils sont choqués par ce qui arrive. Tout à fait, c'est un problème national. Coup de chapeau, si les uns et les autres ont présenté leurs condoléances, mais que ce ne soit pas des condoléances pour... nous sentons la méfiance. Hein. Au sein de l'UDPS, nous sentons une Non, mais parce méfiance. qu'en fait, l'UDPS doit sentir la méfiance. Première chose, personne n'a voulu que le président Tshisekedi soit président. En commençant naturellement par ce qui s'est passé en Genève. Et vous savez qu'en Genève, tout était fait prêt pour que Tshisekedi soit le candidat de l'opposition. Et les gens se sont complotés naturellement. Comme pour tomber qu'on lui a donné de l'argent, 3 millions de dollars, pour qu'il puisse accepter d'aller aux élections. Et quand ils ont changé pour aller aux élections, ils n'ont pas dit au peuple congolais combien ils ont reçu comme argent. C'est que très clairement, ils ont été organisés dans la perspective de pouvoir... Donc les fantômes du passé sont en train de revenir. Non, mais je ne dis pas ça. Alors, s'ils étaient dans la logique de pouvoir reconstruire la République, je crois que tout le monde supporterait aujourd'hui que Félix puisse continuer. Le président est un homme de pardon, on efface le tableau. On a effacé. C'est une coalition. On a effacé, les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Le Congo va de l'avant. On a pardonné. Parce que nous nous sommes battus pendant 37 ans. Nous ne nous sommes pas battus pour faire des vengeances ou des règlements des comptes. Nous souhaiterons que tous les Congolais soient avec nous pour que nous puissions bâtir la République. Mais vous savez, et donc, chacun sait qu'il a un agenda. Mais nous disons que notre peuple, qu'on soit de gauche, de droite, notre peuple, comme un seul homme, est en train de penser qu'aujourd'hui, plus que jamais, Félix Tshisekedi est porteur des espérances. Et tout un chacun qui aura à mijoter un coup, là où il se trouve, il trouvera notre peuple. Il n'aura pas l'occasion de gouverner. Norbert Yamba, Félix rentre à Kinshasa, tension ou pas tension en RDC, la gratuité fantaisiste par rapport au budget, parce que la gratuité c'est à peu près 3 milliards et quand vous avez un budget d'à peu près 7 milliards, on s'est dit on ne va pas diviser le besoin de la République à cause de la gratuité. Il y a les sautes-moutons, il y a les hôpitaux, il y a les gens doivent manger et on recadre le budget à 10 milliards de dollars. Est-ce que vous trouvez cela fantaisiste ou réaliste? Vous savez, hier je me suis beaucoup, j'ai suivi même une dame d'un grand parti politique en train de critiquer que nous entendons que la santé revienne, l'éducation revienne, tout ce pôle de souveraineté, etc. Comme pour dire que voilà, tout ce qu'on fait, c'est de la fantaisie, c'est du vent, de la fumée, etc. Non, ça c'est un débat des quartiers. Ça s'appelle débat de riz. Des ragots de bas étage. Vous, en tant qu'expert en gestion de projet, est-ce que quand vous prenez vos paramètres, vos lunettes d'expert, est-ce que la manière de faire, surtout dans la structuration du budget, les défis économiques, sociaux, les défis dans le domaine de la santé Ebola, les défis dans le domaine de la gratuité de la scolarité, est-ce que nous allons y arriver? Le débat est fondamentalement intellectuel. Donne-moi un peu 3 minutes, je vais faire une démonstration. Allez-y. Vous savez, je suis expert sur des questions de décentralisation dans mon pays. Tout à fait. Et
notre pays est organisé au regard de notre constitution et des lois et textes réglementaires à 3 niveaux de gouvernance. Le premier niveau, c'est le niveau central. Le deuxième niveau, c'est le niveau provincial. Et le troisième niveau, c'est le niveau local. Et au niveau local, il y a les villes, il y a les communes, les secteurs et les chefferies. La particularité de chaque niveau de gouvernance, c'est justement l'acquisition d'un programme par niveau. C'est-à-dire au niveau central, il y a un programme, il y a un budget. Au niveau provincial, il y a un programme, il y a un budget. Au niveau des villes, au niveau des communes et c'est pas des chefferies. Les budgets des provinces qui souffrent de la rétrocession. Ok. Alors maintenant, attention. Et maintenant, le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, a élaboré un budget qui varie aujourd'hui de 7 à 10 milliards. En tout cas, on a renforcé cela. Et ça, c'est un budget. Mais vous savez que la constitution de notre pays partage les compétences à 3 niveaux. Il y a des compétences exclusives du gouvernement central. Allez-y. Et des compétences partagées au niveau du gouvernement central. Le budget du gouvernement central, qui est élaboré, doit avoir essentiellement comme prérogative les compétences qui lui sont dévolues. Il y en a 36 compétences. Et quand vous regardez ce budget-là, vous avez essentiellement les compétences qui lui sont reconnues. Au niveau provincial, il y a 29 compétences. 29 compétences. Et le budget au niveau provincial relève véritablement de ces différentes compétences. Au niveau des villes, au niveau des communes et compagnie. Alors, le budget qui a été présenté par le Premier ministre, c'est un budget au niveau central, qui relève des compétences exclusives et partagées. Mais écoutez, le budget d'Ilunga n'est pas le budget de la République. Ah bon? Ah non. Le budget de la République, c'est un budget consolidé, qui tient compte des différents budgets de chaque province. La province de Lualaba, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, de Katanga, Sankuru, Kassorianta, Kassasanta, Chikapa, Chopo, Otuele, Bazouele, toutes ces provinces doivent, chaque province avec son budget, rassembler avec le gouvernement central pour faire un budget consolidé qui est un budget de la République. Parce que tous ces budgets-là reprennent les services qu'il faut desservir à la population. Regardez, l'éducation, comme l'enseignement primaire et secondaire, ça c'est une compétence transférée au niveau des provinces. Les écoles qui doivent être construites, les bâtiments qui doivent être construits, essentiellement ce sont les provinces qui en ont les prérogatives. Je travaille dans ça parce que d'ici là, on va faire véritablement une grande réunion nationale où on va faire le transfert. Il y a une feuille de route qui doit être élaborée par rapport à ça. Et donc, vous n'avez pas fait le calcul. Le loi là-bas a un budget, pas moins de $1 milliard. Donc le budget de Sylvestre est incomplet. Non, c'est incomplet. Et vous ne pouvez pas dire, mais monsieur le président, avec 10 milliards, on fait quoi? Mais non. Le président fait par rapport aux compétences qui lui sont dévolues, les provinces doivent avoir aussi faire. Et donc, on fait la sommation, on dit le budget de la République, la loi là-bas à 2 milliards, le Haut-Katanga, milliards, Kinshasa, 2 milliards, etc. Et on fait l'addition avec ce qui a été conçu au niveau national. La particularité pour le président de la République, c'est d'avoir un droit de regard par rapport à toutes ces provinces. C'est comme ça que le président de la Guinée, il faut un contrat de performance. Chaque 3 mois, on évalue sur base d'une matrice pour voir si effectivement ce qui a été prévu au niveau provincial, intégré au niveau du budget consolidé de la République, répond véritablement aux préoccupations de notre peuple. Alors maintenant, quand j'entends les gens dire, mais écoute, ça ne représente rien. C'est vrai, en termes de volume, on peut bien accepter cela, cette remarque, simplement parce que quand vous prenez la République sud-africaine, 55 millions d'habitants, ils ont 140 milliards de dollars du budget. Quand vous prenez l'Angola, 22 millions d'habitants, ils ont 74 milliards de dollars. Quand vous prenez la République du Nigeria, 170 millions, ils ont 120 milliards de dollars. Quand vous prenez le Gabon, 1 702 millions d'habitants, ils ont 16 milliards de dollars. Et quand on regarde le Congo-Kinshasa, 92 millions d'habitants, on a un budget de 10 milliards de dollars. C'est vraiment insuffisant. Mais on n'a pas tenu compte qu'au-delà de ces 10 milliards,
on peut pouvoir additionner avec les différents budgets parce que la République n'est pas Kinshasa. Mais pourquoi on ne les additionne pas pour que la population puisse comprendre? Et puis, la grande question de la rétrocession. Oui, les provinces produisent, mais ils doivent attendre la rétrocession auprès du gouvernement central. Ben oui, bien entendu. La rétrocession, d'ailleurs, qui est un terme impropre, c'est la retenue à la source, 40%, Tout à fait. etc. Et le président de Parce que les provinces pleurent. J'étais parmi les chercheurs qui ont été recrutés par la Banque mondiale et l'Union européenne en 2009. Nous avons fait le monitoring des différentes provinces. Nous avons constaté que l'argent des 40% qui était destiné aux provinces, qui aurait pu véritablement servir de quelque chose pour le développement de ces provinces, ça a été libéré à proportion de 13%. Si, et les provinces n'ont donné aux communes, aux villes, 1,3%. C'est que très clairement, les choses n'ont pas fonctionné comme c'est doit. Et le président arrive, il réunit tous les gouverneurs. Il instruit le ministre du budget, il instruit le ministre de Finances pour dire que désormais, l'argent doit être transféré comme il se doit aux provinces. Ça, c'est l'ordre qui a été donné. Vous ne pouvez pas apprécier un nouveau régime avec les comportements de l'ancien régime. Et donc, aujourd'hui, y compris, naturellement, les provinces, ils sont tenus. Encore qu'il n'y a pas que cet argent rétrocédé. Il y a l'argent propre, les fonds propres qui sont générés par la province. J'ai fait le même exercice. Je suis allé dans une province et j'ai posé la question aux députés, combien d'argent on produit ici? Ils ne savaient pas. Vous voyez, là aussi, il y a de l'argent. Parce que dans la nomenclature des taxes, il y a des taxes destinées aux provinces qui sont mobilisées. Vous n'avez jamais entendu ici, on nous dit, il faut payer les vignettes. C'est des millions de dollars. Des millions de dollars. On en fait quoi? On en fait quoi? Alors, mon cher ami, il faut faire attention. Il faut faire attention. De la même manière que nous demandons au gouvernement central de rétrocéder, encore que c'est impropre, il faut qu'il y ait retenu à la source, parce que c'est l'article 175 de la Constitution, il faut demander également aux provinces de ne pas s'amuser avec l'argent. On ne peut pas avoir une province, et vous voyez, on n'a même pas une école, on n'a même pas des routes, on n'a même pas... Et que, bon, ceux qui dirigent sont en train de construire des maisons pour des femmes. Ce n'est pas normal. Et le président de la République, il dit, pour mettre fin à cela, il faut une série de changements de mentalité. Notre peuple a été déprogrammé, a été programmé, a été fomenté dans le sens de détruire la République. Il faut le défomenter, il faut le déprogrammer mentalement. Ça, c'est la cellule qui a commencé déjà à travailler. Deuxième chose, le président de la République met en place ce qu'on appelle l'agence de lutte contre la corruption. Ça, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème. Est-ce que vous allez y arriver? Mais pourquoi pas? Il faut surtout partir de l'utopie. Parce que déjà, nous remarquons que ce que produit la République au niveau national, au niveau des provinces, au niveau des communes, n'est pas encore maîtrisé. C'est ce que nous comprenons dans votre langage. Mais il y a des mécanismes qui sont mis en place. Si on met une agence, on réhabilite les cours et tribunaux, parce que ces gens-là n'ont pas les moyens de mobilité, ils sont versés véritablement dans la délication de l'État, etc. Les cours et tribunaux doivent avoir des agents, les cours et tribunaux doivent avoir été équipés, les cours et tribunaux doivent avoir véritablement des moyens de mobilité. Et il n'y a pas que ce genre. La Cour des comptes, il faut qu'on s'occupe des rapports de la Cour des comptes, encore qu'ils aient les moyens, les ministres, les magistrats puissent véritablement revêtir leur leadership, etc. L'inspection générale des finances, l'Agence nationale des renseignements. Écoutez, l'Assemblée nationale, ils ont aussi la responsabilité de faire le monitoring de l'action publique. Le Sénat, et au niveau des provinces, il y a des assemblées provinciales. Et si à chaque niveau d'atterrissage, on a des hommes qui sont des roublards, des profiteurs, des fraudeurs, des pilleurs, des voleurs, et qui s'en foutent éperdument de l'avenir de la République, on aura toujours un problème. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a une difficulté. Heureusement que nous sommes en coalition. Encore que les gens qui sont en coalition comprennent que nous avons un dessein commun, nous avons un idéal commun. C'est cet idéal qui permet véritablement de civiliser notre gestion. Et alors maintenant, il y a des gens qui sont habitués naturellement à la facilité, au raccourci, mais le président au moins travaille pour les séduire à pouvoir regagner le chemin. Yamayamba, en partant de ce que vous venez de nous dire, de nous avouer, donc on n'était pas prêt encore pour la gratuité, par exemple, parce qu'il fallait avoir cette capacité, premièrement, de mobiliser les recettes, de faire la nomenclature de toute la capacité à pouvoir récupérer les recettes de l'État et de verrouiller les robinets où sortir l'argent de l'État, les deniers publics, pour que, par exemple, en 2020, vous soyez capable de servir en bonne et due forme, par exemple, la gratuité. La gratuité est une décision, est une disposition constitutionnelle.
Oui, comme tout j'insiste beaucoup. Ah non, 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 il y a la bourse, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs bien-être qui sont garantis dans la Constitution, mais vous n'avez pas commencé par les autres. S'il vous plaît, quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. C'est très important. Il faut commencer. Une dépense non réaliste ne peut pas être appliquée. Douleur d'enfantement. Non, pourquoi vous dites que ce n'est pas réaliste? Vous savez que... En partant de ce que vous êtes en train de dire. Non, non, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que là, vous voulez savoir l'État congolais produit combien? Luzolo Bambi nous disait qu'il y avait 15 milliards chaque année qui sont volatilisés. Il y a le panel de chercheurs qui s'est réuni et qui a dit que si on réduit la corruption en proportion de 30%... Mais qui n'a jamais abouti. Il y a 55 milliards dedans. Mais écoutez, arrêtez, mais on va commencer. Mais écoutez, nous sommes dans une vision systémique. C'est-à-dire, nous avons des ambitions. Nous voulons partir de l'utopie. Nous voulons réaliser des choses. Il faut de l'argent. Effectivement, il y a de l'argent qui sointe. Il y a de l'argent qui coule. Il faut fermer cela. Ça, c'est une décision systématique et opportuniste. OK. Alors, nous disons, parce que nous allons fermer toutes les hémorragies, etc. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous abordons également les partenaires au développement. Le président de la République était à Washington. Il a raconté la Banque mondiale. Il a raconté le Fonds monétaire international pour crédibiliser nos comptes, etc. Et la banque lui a promis 1 milliard de dollars. Cet argent n'est pas comptabilisé dans le budget d'Ilunga. Vous vous rendez compte? Et il n'y a pas que ça. J'ai été... On ne connaît pas la contrepartie. Non, mais je travaille comme consultant à la Banque mondiale pendant plusieurs années. Il y a des dons. Il y a des dons, la banque a évolué. Il n'y a pas que la Banque mondiale que vous voyez à Washington. Le Congo fait partie de la Banque mondiale. Il faut savoir comptabiliser les évolutions. Nous n'allons pas faire véritablement le débat de quartier. C'est un don. Mais c'est un pays de s'organiser pour dire l'argent qui est... Et sur base de ce don, vous vous frottez les mains pour dire que ça y est, on peut faire la gratuité à cause d'un don. Non. Parce que l'année qui suivra, on ne vous donnera plus ce don-là. Nous sommes une élite fondationnelle. La vision de l'IDPS, c'est d'avoir la fondation. C'est d'avoir des racines. Le problème, c'est quoi? Vous cantonnez le pays à l'UDPS, tandis que vous êtes une nation. Pourquoi parler de l'UDPS quand on doit parler de la nation? Non, c'est la vision. C'est notre vision. C'est la vision que nous avons. Le président n'est plus le président de l'UDPS. Il est mon président, le président du caméraman, du réalisateur, de tout. Mais c'est pourquoi on en parle, non? Avec vous, on en parle. Mais à chaque fois, vous revenez, l'UDPS. Mais nous avons mijoté une stratégie. Nous avons mijoté une vision. Nous voulons rendre opérationnelle cette vision au service de la République. Et donc, vous nous regardez, vous allez nous critiquer, mais nous avons au moins... Et puis vous êtes aussi vos partenaires, vous avez l'UNC, vous avez le FCC, vous travaillez ensemble. Bien entendu, mais c'est nous qui sommes porteurs de la vision. Et nous faisons une répartition des rôles. C'est sur laquelle vous frustrez les autres par votre langage. Non, là. Qui est ministre des Finances? Qui est ministre de la Justice? Vous ne tenez pas compte des efforts des autres aussi? Non, on tient compte. Mais il y a un leader. Il y a un point d'amplification. C'est le leader. Nous sommes dans un système systémique. Et donc, on a une répartition des rôles. Mais il y a quand même quelqu'un qui se pointe et qui dit « Suivez-moi parce que c'est moi qui détiens la boussole ». Le faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté ni de la coalition. Le faire, c'est avoir un sens de responsabilité, savoir ce qu'on veut faire. Et c'est ça justement la responsabilité du président. Et mais regardez, toutes les provinces sont portées par le FCC. La coalition, bien entendu, mais c'est le FCC. Tout à fait. À 90%. Les assemblées provinciales, les gouverneurs de province. C'est le FCC. Et vous allez dire qu'on laisse le FCC comme ça? Nous sommes présidents de la République. Nous avons été élus au suffrage universel, direct. Et nous avons proposé, n'est-ce pas, quelque chose à notre peuple. Et nous avons dit, écoutez, travaillons ensemble. Eh bien, voilà la vision. Peuple d'abord. Et partout où vous êtes, pensez à notre peuple. Mais ça, ce n'est pas dire que c'est l'IDPS, non. C'est une vision qui est portée par un homme, mais c'est une vision qui a été mijotée par un parti, qui est un groupement d'hommes et de femmes qui croient que le pays peut fonctionner autrement au travers de cette donnée basique, qui est le peuple d'abord. Maintenant, à chaque ministre de jouer sa partition, à chaque chef de service de jouer sa partition. Ça, c'est évident. Mais le président a la responsabilité de leur dire « Attention, pas de panique, voilà le chemin ». Et chacun s'applique, y compris vous les journalistes, parce que nous sommes tous des architectes de notre pays, nous sommes des actionnaires de la République. Et si à un moment donné, on se dit, moi parce que je suis de tel, je ne peux pas agir de telle façon, etc., à ce moment-là, vous vous trompez largement. Vous vous trompez largement. Moi, je crois que c'est l'occasion, sincèrement, que tout le monde puisse avoir véritablement un idéal civilisationnel, parce que nous avons au moins un homme éclairé et clairvoyant. Aujourd'hui,
dans le sens d'expérimenter un autre système qui est différent du système précédent, etc. Et faisons-lui confiance. Si, dans l'hypothèse où on réalise finalement qu'il n'a pas été à la hauteur, on va choisir quelqu'un d'autre. Vous voyez, mais il ne parle pas du néant. Il parle d'une vision qui a été construite par un parti politique parce qu'il fait partie d'un parti politique. Et bien, c'est une vision qui doit être partagée par tous les Congolais. Et c'est cela la responsabilité, le combat qu'il est en train de mener. Donc, il ne faut pas considérer que l'UDPS croit que non, c'est le président. Non, 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 non. Le président, c'est le président de la République, de tous les Congolais. C'est pourquoi il écoute. Même il y a des critiques, il y a des injures, etc. Il sait les gérer parce qu'il est père de la nation. Il sait pas... Norbert Yamba, donc, la gratuité enclenchée, pas de marche en arrière. Non, pas de marche en arrière. Ça va provoquer des douleurs d'enfantement, nous le savons. Mais au moins, on sera en mesure de comprendre quelles sont les difficultés de parcours. La construction des écoles, par exemple, qui manque dans les provinces, qui manque, la réforme du secteur de l'enseignement, la remise à niveau des enseignants, la formation des enseignants, tout ça aussi doit être tenu compte dans le budget de la gratuité. Bien entendu, mais la province a la responsabilité. Regarde, je vous donne Lualaba avec Mouyez. Lualaba, aujourd'hui, vous savez qu'il y a 30 étudiants, élèves, lauréats, mais sont envoyés... ils ont reçu la bourse. La bourse. De qui? Ce n'est pas au niveau national, c'est au niveau de la province. Parce que l'enseignement... Parce que vous avez une Nouyège qui veut imprimer un nouveau souffle dans la gestion. C'est parmi ces rares gouverneurs dont on sent qu'ils veulent changer les choses. Non, non, mais je suis en train de vous dire que l'enseignement primaire et secondaire, c'est une compétence provinciale. C'est une compétence provinciale, même la construction des écoles. Il faut que dans le budget de la province, qu'on retrouve véritablement ces infrastructures-là. Avec la capacité de faire la retenue à la source. Bien entendu, bien entendu. Et on peut ne pas retenir à la source, mais quand on transfère les 40%, on est en règle. Encore qu'il faut conformer. Et vous avez raison pleinement. Et le président va aller dans les sens de conformité à la Parce que tant que vous ne donnez pas les moyens à la province, donc tout ça, ça sera de l'utopie. Non, non, ce n'est pas de l'utopie. La province, au-delà des ressources à caractère national. Attention, attention. Il y a des recettes à caractère national. Des recettes qui sont mobilisées par les régies financières comme la DGDA, la DGI, le DGRAD, etc. Ça sont des recettes à caractère national dont les 40% sont rétrocédés. Mais en dehors de ces recettes, il y a des recettes de taxes propres pour la province. Et ces taxes-là sont mobilisées par la province. C'est comme ça que vous voyez, dans la ville de Kinshasa, on a la DGRK. Ça mobilise les ressources de la province. Et ça vous fait des millions. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et quand vous posez la question, par exemple, à un député, pour savoir combien d'argent on mobilise chaque mois, il aura difficile. Simplement parce que là, il y a beaucoup de gens qui prennent le train en cours de route, qui ne comprennent pas le travail qu'ils doivent faire. Vous voyez. Et quand un député, on lui donne un peu d'argent, etc., il s'en fout éperdument du reste. Ce n'est pas le président de la République qui sera redevable vis-à-vis du peuple. Encore que notre peuple n'a pas encore compris parce qu'il est encore dans la résignation et dans la lâcheté. Le président de la République fait sa partition, mais il faut que le gouverneur fasse sa partition. Le gouverneur Mouyège, pour ne prendre que cet exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il est en train de mettre en place des dispositifs pour faire des cours de vidéoconférence. On voit des grands professeurs qui sont à travers le monde, etc. Mais on met en place des dispositifs de vidéo où le professeur enseigne, par exemple, à partir de Washington, aux étudiants de Kolwezi ou on ne sait pas, de Kassaji, etc. Voilà, ça c'est un homme qui le fait sur base des prérogatives qui sont les siennes, etc. Pourquoi pas au Sankourou? Pourquoi pas au Touélé? Pourquoi pas? On m'a dit, écoutez, c'est un problème d'argent. Mais je dis que l'argent... Oui, c'est un problème d'argent. Bien entendu, mais quand regardez l'impôt foncier, regardez le nombre de véhicules. Attention. Regardez le nombre de véhicules, regardez le nombre de motos, regardez le nombre de vélos, regardez le nombre de maisons. C'est la potentialité, mais voilà. Comment devenir effectif dans la récolte de ces fonds? Oui, mais parce qu'on est... une très grande question. Non, parce qu'on est dans les débats. C'est par là, par exemple, que le président Félix devait commencer avant de se porter des croix. Non, c'est la vision systémique. C'est la vision systémique. Norbert Yamba, nous tendons déjà vers la fin de nos échanges si intéressants. Il nous reste à peu près 6 minutes. Norbert Yamba, tension ou pas tension en RDC, on sent un regain d'esprit de tribalisme. On pense que lorsque vous parlez de l'UDPS, il n'y a que les casseurs. Tandis que là-bas, vous trouvez ceux du Bas-Congo, Congo central, Équateur, ainsi de suite. Quand on vous parle du FCC, on pense que c'est les Katangais, c'est ceux du Maniema, tandis que vous avez tout le monde là-bas, toutes les provinces représentées. Quand on parle, par exemple,
de Lamuka, là on pense des pangistes. Donc tous ceux qui sont congophones sont là-bas. Mais tandis que c'est faux. Auprès de Martin Fayoulou, vous avez des Kassaïens, vous avez ceux du Bas-Congo, ainsi de suite. Mais comment enlever cette malignité de l'homme politique qui veut faire appel à l'attrait provincial, ethnique, tribal, pour faire pérenniser sa cause, dire que non, si nous n'avançons pas, c'est parce qu'il y aurait telle province en politique qui voudrait écraser les autres. Parce que c'est cette tension-là. Quand vous parlez des Kassaïens, là on vous parle des Talibanais. Quand vous parlez de ceux du Congo central, ceux qui parlent le Kikongo, les congophones, les panistes. Mais comment cesser avec cela et encenser l'esprit de l'unité? Parce que nous avons besoin de tout le monde pour la réussite. Bien entendu, les pères fondateurs de l'UDPS avaient l'esprit de l'unité. Et c'est comme ça qu'il y avait des leaders et qui étaient répartis selon le groupement sociologique. Vous avez Marcel Yao qui avait la province de l'Équateur, la province orientale, etc. Vous avez Kibasa Maliba, le Katanga, vous avez Tchen Tshisekedi, le Kasaï, et vous avez Birindoa, c'était Biringanine à l'époque, etc., le Kivu. Bon, c'était dans Léopoldville, l'ancien Léopoldville, vous avez Papa Mbouankem. L'idée, c'était de construire un ancrage sociologique et territorial dans le sens de construire des ramifications de l'IDP dans les coins et recoins de la République. Mais vous avez vu que l'équipe dirigeante était foncièrement l'unité de la République. Nous n'avons jamais connu cette histoire de tribalisme. C'est vrai que lorsque vous avez l'élite politique qui n'a pas un discours, qui n'a pas quelque chose à proposer à son peuple, qui n'a pas un agenda stratégique pour convaincre la population, passe par des facilités de ce genre pour dire mais nous sommes ensemble. C'est un peu ce que j'ai toujours observé même les leaders politiques. Lorsqu'ils rentrent dans son coin, pour avoir un lien de repli, qu'est-ce qu'on fait? On va dire à ses frères, par exemple, qui est dans le territoire, pour dire, écoutez, non, mais si vous souffrez, c'est parce qu'il y a des originaires qui sont ici chez nous, mais s'ils rentrent, à ce moment-là, nous allons trouver le compte. On l'a fait au Katanga, et puis vous savez, les Kassiens sont rentrés, ben, voilà, où est-ce qu'on en est avec la GKMI et compagnie, etc. C'est des faux arguments. Et l'effort du président Félix Tshisekedi, c'est vrai de photographier cela, qui est une réalité profonde, parce que la classe politique a beaucoup instrumentalisé notre peuple. Eh bien, encore, il faut une pièce de réchange, et c'est justement la cellule de changement de mentalité, et cette cellule devra travailler avec les différentes associations sociologiques et institutionnelles de la République. Les églises, par exemple, doivent travailler dans cette perspective. Il faut les associer. Les ONG, il faut les associer. Les associations de fonctionnaires, il faut les associer. Les écoles, il faut les associer. Encore qu'il y ait de base, n'est-ce pas, du civisme et un autre contenu qui leur permettent véritablement de consolider, n'est-ce pas, leurs convictions autour de l'unité nationale. Parce que le président de la République, c'est un panafricaniste. Hein. Il va dans le sens de l'unité de l'Afrique, de la construction des États-Unis d'Afrique. Il n'a pas hésité un seul instant pour aller véritablement encourager la zone de libre-échange. Alors maintenant que nous sommes en train de vouloir construire l'unité de l'Afrique, nous sommes en train de nous saucissonner. C'est pas sérieux. Ça, c'est le langage facile de l'élite politique imbécilisée. Et donc, il faut sortir véritablement de cette façon de faire les choses. C'est déjà la fin. Et donc, il faut responsabiliser la cellule. Il faut que la cellule commence déjà à travailler. Il faut que les structures de dissuasion, les cours et tribunaux, quand il y a quelque chose de flagrance qui se réalise dans cette situation, il faut savoir interpeller les gens, il faut savoir les auditionner, etc. Et puis les sanctionner. Tandis pour d'autres structures de dissuasion comme l'Agence nationale des renseignements, n'est-ce pas, toutes ces structures-là qui peuvent véritablement... Nous sentons que l'IDP est vraiment devenu ami à l'ANER. Hein? Non, mais l'ANER, oui, mais parce que nous l'avons humanisé, nous l'avons requinqué. Et donc ce n'est pas l'ANER. Vraiment ami. Eh bien, bon, Yamba. Pour conclure ma question par rapport à la thématique, tout ce que vous avez partagé, analysé, est-ce que vous pouvez répondre à cette question directe? Est-ce qu'il y a tension ou pas tension en RDC?
Non, je considère qu'il y a des douleurs d'enfantement liées au processus du parcours de notre démocratie, qui est une jeune démocratie, avec des acteurs qui ont été diamétralement opposés, mais qui finalement doivent construire une cohésion vers un autre destin. Et je pense que ce sont des petites douleurs d'enfantement. Ça va se cristalliser. Et je crois que nous allons prendre une avancée spectaculaire parce que les uns et les autres sont en train véritablement de comprendre. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est l'avion du président de la République. Vous avez suivi Martin faire un tweet pour, présenter ses condoléances. Moutantis pour le FCC, etc. Par l'entremise du sénateur à vie, le président sortant Kabila, etc. Moutantis pour Jean-Pierre Bemba, tout le monde. Ainsi que on peut avoir des animosités, mais on ne peut pas vouloir la mort de tout un chacun. Parce qu'il suffit simplement qu'il y ait un dégât ici, la situation deviendra incontrôlable. Et quiconque qui croit pouvoir contrôler la situation se trouvera dans une situation où il ne sera pas à mesure, parce que notre peuple est dosé d'une grande capacité de lucidité pour comprendre les gesticulations des hommes politiques, les auteurs de la situation et les tenants et les aboutissants de ce que cela peut représenter. À ce moment-là, si on a posé un acte incontrôlé, on endossera vraiment la responsabilité. Un grand merci pour votre participation à Deadline. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h30 ou suivez-nous à volonté sur les plateformes internet liées à votre émission Deadline, notamment sur YouTube, Safran 4 TV, sur Facebook lié à notre compte Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.